Je crois que l'un des problèmes que nous avons actuellement, c'est que, d'abord, du point de vue de l'État, l'énergie est gérée depuis le ministère de l'Environnement. Et on ne voit pas, à mon avis, le même sujet suivant qu'on soit du monde de l'industrie et suivant si on analyse l'énergie uniquement sur des enjeux environnementaux. Il devrait y avoir un dialogue apaisé entre deux ministères qui défendraient chacun une vision de l'économie ou une vision de l'environnement, et puis ensuite un arbitrage du Premier ministre. Je crois que le fait que nous n'ayons pas de ministère de l'énergie, ou en tout cas de l'industrie au sens propre, affaiblit aujourd'hui la manière dont on débat sereinement de ce sujet. C'est M. de Rugy qui finalement se retrouve à la fois à faire la promotion des énergies renouvelables et en même temps de parler de sujets d'environnement, alors qu'il peut y avoir des fois des contradictions. Je prends par exemple le sujet des éoliennes. Vous avez d'excellents défenseurs de l'environnement qui considèrent que les éoliennes sont un très mauvais cadeau à faire au paysage, aux oiseaux. Voilà. Donc il peut y avoir aussi des fois des contradictions. Le deuxième défaut, c'est que la politique de l'énergie, donc c'est souvent la politique du nucléaire, parce que quand on parle politique de l'énergie, en fait, on parle surtout de la politique électrique, ce qui d'ailleurs est une erreur, puisque notre vrai problème, ça n'est pas l'électrique, c'est plutôt le fossile, ou la dépendance au fossile. Aujourd'hui, les Français qui sont à la pompe réalisent ce que c'est une dépendance au fossile. Donc le problème, c'est plutôt le fossile, mais dans ce pays, on ne parle que de l'électrique, et quand on parle de l'électrique, on parle souvent du nucléaire. Ou en tout cas, on oppose les énergies renouvelables, la substitution des énergies renouvelables au nucléaire. Ce qui est un non-sens, de mon point de vue, au plan écologique, puisque nous sommes, grâce au nucléaire, largement décarbonés. Et donc, substituer une énergie décarbonée à une autre n'a pas de sens au plan carbone. On pourrait d'ailleurs discuter de savoir si toutes les énergies renouvelables sont décarbonées. C'est un autre sujet, notamment pour le couplage avec des centrales thermiques, comme ça se fait en Allemagne. Mais on ne parle pas du coup du principal sujet. Troisième vice, nous avons tendance, donc du coup, comme c'était le nucléaire, ça relevait de l'exécutif, et du coup le Parlement était très périphérique dans cette réflexion. Avec les nouvelles énergies, on cherche à réassocier le Parlement à cette stratégie énergétique, mais dans les faits, on l'a avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, on s'aperçoit que tout ceci est quand même très largement dicté par l'exécutif. Tout le monde est à peu près consulté, sauf les représentants de la nation. J'en veux pour preuve la loi sur la transition énergétique, qui a été un grand moment, c'est-à-dire qu'il y a eu 1 an de concertation citoyenne, donc tout le monde a pu s'exprimer. Et quand on est arrivé devant le Parlement, on nous dit, oui, excusez-moi, on est quand même un peu pressé, parce que nous avons un événement fin d'année où il faut absolument avoir cette loi, donc vous avez 15 jours pour discuter des amendements et 1 semaine pour discuter de la loi. Donc on s'est retrouvé à siéger jour et nuit, et on s'est retrouvé en temps programmé, en temps limité, enfin on a encadré si vous voulez, et ça s'est assez mal passé à l'époque, puisque j'étais le chef de file des Républicains sur ce sujet, et donc nous avons protesté contre le temps programmé, et nous nous sommes arrêtés au bout de notre 13e heure de temps de parole, à l'alinéa 20 de l'article 1, et nous leur avons dit, puisque nous n'avons plus de temps de parole, nous quittons l'hémicycle, vous continuerez sans nous. C'était un samedi matin, ils ont beaucoup apprécié. Voilà, c'est ce que Brice Lalonde a appelé mon côté fougueux, mais disons qu'il doit y avoir toujours un coup quand on refuse de débattre sereinement des sujets. Donc, du coup, volontarisme aussi de l'exécutif. Moi, ce que je critique, c'est que c'est souvent, on parle de programmation pluriannuelle de l'énergie. La programmation pluriannuelle de l'énergie, moi, je suis pas du tout, je suis ni pratiquant et peu croyant. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est qu'on fixe des objectifs soviétiques, en disant le plan quinquennal de blé dans 5 ans devra atteindre tel rendement, sans se soucier de savoir si la résistance sociale, les capacités économiques, les capacités financières sont au rendez-vous. L'important, c'est d'afficher un chiffre, si possible rond, donc 30% en 2030, 40% en 2040, 25% en 2025. Tout ça, dans le débat public, est parfait. Le citoyen se dit, bon, donc ça baisse. Et puis en plus, c'est facile à retenir. Mais la communication politique prend le pas, à mon avis, sur les contingences économiques. À aucun moment, effectivement, on se demande si on pouvait baisser, par exemple, d'un tiers le parc nucléaire. Voilà. Et c'est pas pour la... Enfin, nous l'avons dit d'ailleurs en 2015 à Madame Royal, 2014 à Madame Royal, et donc on s'aperçoit maintenant qu'il va falloir changer les lois et faire voter une nouvelle loi. Donc il y a ce volontarisme politique. Et pour moi, il y a des vrais sujets, pourtant, où l'État devrait être stratège. Parce que vous avez un vrai débat, vous avez des énergies centralisées qui vont de haut en bas, comme le nucléaire, avec
effectivement un réseau qui est fait pour ça. Et puis maintenant, on va avoir un déploiement d'énergie renouvelable et nos réseaux vont fonctionner dans le sens inverse, qui vont plutôt aller du bas vers le haut. Donc la grande question, c'est peut-être de faire en sorte qu'il y ait un arbitre au milieu de cette transition énergétique et qu'on fasse attention de ne pas avoir une profusion d'initiatives qui pourraient faire doublon, utiliser 2 fois les moyens de l'État ou des collectivités pour un même objectif. Donc je plaide moi plutôt pour un commissariat à la transition énergétique qui aurait une vision globale, qui serait capable de dire écoutez, voilà le calendrier de sortie, de fermeture des centrales, zone par zone, année par année, en suivant le provisionnement par exemple des acteurs, et puis en même temps qui serait capable de dire à la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est très bien monsieur Muselier, vous voulez faire des panneaux photovoltaïques, votre objectif par rapport, je dirais, à vos capacités, c'est plutôt temps pour rentrer dans notre planification, et donc ce qu'on vous propose, c'est qu'on contractualise sur vous avez choisi ce médium, on contractualise sur un objectif et on met les moyens de l'État et les moyens de la région et les moyens du département et les moyens des communes de manière à obtenir cet objectif. Aujourd'hui, c'est plutôt l'orchestre dissonant, c'est-à-dire que chacun fait sa petite stratégie énergétique dans son coin et donc du coup, la majorité change, on change de stratégie. Moi, je m'occupe des énergies en Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce qu'on a créé une opération d'intérêt régional qui vise à structurer une filière dans le domaine des énergies. La précédente majorité avait fait un plan en disant il faut l'éolien à je ne sais plus combien de pourcents. Moralité, au bout de 5 ans, vous avez 0 éoliennes qui ont été construites. Et par contre, on a dépensé évidemment des centaines de milliers d'euros à payer des cabinets. Il y en a peut-être dans la salle, je suis très heureux pour eux, mais disons que pour le contribuable, je suis un magistrat de la Cour des comptes, on ne l'a pas dit, donc un sou est un sou, c'est comme ça qu'on est éduqué très tôt, biberonné à la Cour des comptes, et donc par définition, quand on dépense des centaines de milliers d'euros pour à la fin pas avoir un début d'éolienne, outre le sujet qu'on peut avoir sur les éoliennes, ça me pose problème. Voilà. Donc je ne voudrais pas être trop long parce que je pense que vous voulez avoir des questions, mais disons que c'est un petit peu, si vous voulez, la vision que j'ai. Donc en conclusion de ce préliminaire, à mon avis, ce qui nous manque, c'est un objectif. Quel est notre objectif? Est-ce que c'est la dénucléarisation? Est-ce que c'est la décarbonation? Est-ce que c'est l'économie d'énergie, quelle qu'elle soit? Comment est-ce qu'on évalue les politiques publiques? Est-ce qu'on doit les évaluer uniquement par rapport au carbone? Est-ce qu'on doit prendre en compte l'impact de l'emploi? Est-ce qu'au sein de l'emploi, on doit regarder si ce sont des emplois en quantitatif ou des emplois qualitatifs? Est-ce que quand on fait disparaître un poste d'ingénieur et qu'on le remplace par un type qui entretient les éoliennes, on peut considérer que la nation est gagnante? Donc on manque d'une grille d'analyse et surtout le Parlement est incapable de dire voilà combien aux Français, combien on dépense pour la transition énergétique et voilà les résultats qu'on obtient. C'est-à-dire qu'en fouillant, on s'aperçoit que, par exemple, les certificats d'économie d'énergie sont extra-budgétaires, donc on prélève X milliards d'euros à la pompe sur les Français, en plus de la taxe carbone qui elle-même sert à alimenter les recettes TVA. Donc, si vous voulez, il y a, je dirais, un flou total sur combien on dépense. Et puis ensuite, l'État ne réfléchit pas en disant j'ai 1 milliard d'euros, où est-ce que je pourrais le mettre pour qu'il soit le plus efficace? Non, il dit j'ai tel dispositif, je rajoute tant, j'ai tel dispositif, je rajoute tant. Et tant pis si à la fin, la même porte est éligible au certificat d'économie d'énergie, au CITE, et tant pis si à la fin, la région a donné tant pour les éoliennes et l'État a donné tant. Donc je crois qu'on a vraiment besoin de remettre de l'ordre dans ceci, se poser la question. Moi, ma réponse par rapport à ça, c'est de dire qu'on doit réfléchir en coût de la tonne de CO2 évité, pour que ça coûte le moins cher possible pour économiser le CO2. 2, qu'on doive garder quand même à l'idée que nous sommes un pays largement décarboné et que nous pesons 1% des émissions de carbone, donc se faire un harakiri industriel et économique pour le plaisir d'être premier de classe et que demain nous mangions des produits importés où nous n'ayons plus d'industrie, où nous importions toute notre industrie, à mon avis, c'est pas très crédible économiquement, industriellement. Et je ne renonce pas à l'idée un jour de convaincre qui c'est peut-être la majorité. Et puis, effectivement, de réfléchir à nos moyens parce qu'ils ne sont pas extensibles. La transition énergétique, entre guillemets, c'est un truc de riche. Chose qu'on n'a jamais expliqué aux Français. C'est un truc de riche. Il faut dire, moi, je refuse d'utiliser le fossile, parce que vous comprenez, poids, ça pollue. Je préfère payer plus cher mon énergie. Ça suppose d'avoir les moyens. Donc, ça coûte cher, la transition énergétique. Et donc, à un moment donné, il faut la payer. Et le 17 novembre, eh bien, je crains que le gouvernement réalise que les Français, sans trop peut-être faire la part des choses entre ce qui relève des différentes taxes, commence à se dire finalement ça coûte très très cher et on nous demande d'accélérer, mais bon à la fin j'ai 3 enfants à nourrir et je me déplace le matin, donc comment est-ce que j'existe dans ceci? En d'autres termes, la transition énergétique ne doit pas se faire sans l'homme.
Mais non, mais c'est intéressant comme point de vue, parce qu'au départ, évidemment, on voulait constituer une espèce d'oxymore qui s'appelle le développement durable, comme vous savez. Hein, c'est quelque chose qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on s'en approche. Et c'est pour ça que tout avait été réuni en quelque sorte au sein d'un même ministère. À l'époque, c'était Borloo, et donc on n'avait jamais vu ça. Mais si on revient en arrière et qu'on sépare l'énergie et l'environnement, du coup, le développement durable, ça n'existe plus. Donc c'est une vraie question. Non, mais c'est une vraie question et très intéressante. Écoutez, merci beaucoup de ces paroles très fortes. Hein. Vous êtes bien fougueux, donc c'est parfait. Alors, la commission d'enquête, on en a discuté hier en groupe, puisque nous avons droit à un droit de tirage tous les ans. Et donc, le président de groupe était plutôt pour faire une commission d'enquête sur l'antispécisme, tout ce qui est vegan. L'antispécisme, vous savez, les gens qui attaquent les boucheries parce qu'ils sont contre la consommation d'animaux, qui est un sujet moi, qui m'interroge aussi, parce que vous avez des mouvements minoritaires qui, de mon point de vue, sont très violents. Mais moi, j'ai plaidé plutôt avec d'autres, d'ailleurs, alors avec des sujets différents, parce qu'il y a ceux qui voudraient centrer ça sur les éoliennes, par exemple. Il y a un mouvement un peu anti-éolien qui se développe, notamment dans notre groupe. Moi, j'ai plaidé pour quelque chose de très large, pour qu'on y voit plus clair. Il n'est pas certain que je gagne ce match. Alors, l'idée des Républicains serait éventuellement de centrer une niche sur des propositions de loi relatives à l'énergie pour faire entendre notre voix. Donc on en est plutôt là. Comme je suis rapporteur spécial sur le budget de l'énergie, j'ai choisi comme thématique du printemps des politiques publiques. Donc, l'année dernière, j'ai fait les certificats d'économie de l'énergie. Donc cette année, je vais faire l'éolien et le coût de l'éolien en France. Voilà. Parce que le rapporteur spécial de l'énergie a droit à débarquer sur passe et sur pièce. Voilà. D'ailleurs, le ministère a commencé à trouver ça très sympathique. Ah oui, non, enfin, moi je fais un rapport. Si vous voulez, je fais exactement ce que je faisais à la Cour des comptes, mais côté Parlement, c'est-à-dire j'auditionne les gens toute l'année, et à la fin, je rends un rapport. Donc l'année dernière, on a eu une résolution sur les C2E qui a été d'ailleurs adoptée à l'unanimité par le Parlement. Et donc cette année, je vais faire l'éolien. Mon idée, de toute façon, c'est que, en partant du principe qu'on a quelques années, c'est de pointer toutes les zones d'ombre et progressivement de reconstituer un petit peu le puzzle. Peut-être que l'année prochaine, je dirais, ces travaux permettront à un moment donné de dire tiens, pourquoi pas faire une commission d'enquête. On a plusieurs années. Après, alors vous avez raison, effectivement, quand les prix du fossile montent, on trouve que la transition énergétique, c'est moins cher. Néanmoins, je vous rappelle que si c'était uniquement une question de coût, on ferait tous du gaz de schiste, puisqu'à un moment donné, c'était ce qui était le moins cher. Donc ça montre bien que quand on fait un choix énergétique, c'est pas seulement un choix économique, c'est bel et bien aussi un choix politique. Et très souvent, les politiques ont tendance à se retrancher derrière des contingences économiques. En disant, comprenez, le nucléaire, ça coûte cher. Tout ça, c'est hypocrite. La réalité, c'est que vous ne faites pas du nucléaire parce que c'est pas cher ou moins cher. Vous faites du nucléaire parce que vous pensez que pour l'indépendance de la nation, etc. Bon. Vous faites des énergies vertes pas parce que c'est moins cher, vous faites parce que vous pensez que fondamentalement le nucléaire c'est pas bien, ou vous pensez qu'il faut absolument miser sur ces industries d'avenir. Ce qu'on oublie néanmoins, à mon avis, dans les calculs, c'est simplement le coût de substitution. C'est qu'on n'est pas dans des économies de flexibilité. Donc voilà, donc ça donne celui qui est au diesel, et puis le lendemain, il ne peut pas être dans une voiturette électrique. Donc ça suppose, pour moi, d'investir plutôt sur tout ce qui flexibilise les usages. C'est-à-dire que pour moi, la souveraineté moderne en matière énergétique, ça n'est pas forcément la production, c'est la capacité à encaisser les chocs de la mondialisation. Et donc, c'est ce qu'on avait fait. On avait fait une analyse, en fait, lors de la loi sur la transition énergétique, qui s'appelait l'autre débat sur la transition énergétique, qui avait donné pour une autre transition énergétique. Et l'un des points, c'était de dire, qu'est-ce que la souveraineté moderne? Ça peut être produire ou ça peut être flexibiliser. Flexibiliser, par exemple, c'est l'hybride, c'est avoir des types de chauffage à eau qui peuvent effectivement faire le pont. Voilà. C'est le power to gas. Enfin, c'est tout ce qui vous permet finalement d'encaisser les à-coups de la mondialisation. Donc, je pense qu'il y a effectivement un sujet, mais il y a aussi un sujet qui est qu'on n'analyse pas en coût complet. Le coût de la substitution, c'est aussi le fait que vos réseaux vont fonctionner différemment, donc il y a un coût d'investissement. C'est le fait que vous pouvez avoir besoin d'un couplage. Par exemple, si vous devez ouvrir des centrales thermiques, ce coût-là, le coût carbone, etc., n'est pas donné. Alors, d'autres vont vous dire, bah oui, mais le nucléaire peut faire du stop and go ou l'hydroélectrique. Très bien. Enfin, l'hydroélectrique, c'est un one-shot. Une fois que vous avez vidé le barrage, vous l'avez vidé. Et on utilise des paquebots
pour faire du hors-bord. Donc à un moment donné, je suspecte, si vous voulez, que quand on utilise un levier énergétique pas dans les conditions optimales dans lesquelles on devrait l'utiliser, quelque part, il y a un coût économique derrière. Et donc, c'est en ça que, pour que le débat soit vraiment très clair, il y a des choix politiques, mais quand on analyse, souvent on dit le nucléaire, vous comprenez, on a oublié tel ou tel coût, on devrait tout traiter. Par exemple, la dépendance aux métaux rares. C'est intéressant, je veux dire, la dépendance au cuivre, je veux dire, ça va être un vrai sujet. C'est pas la même chose d'avoir 6 000 éoliennes et d'en avoir 60 000. Le jour où vous en avez 60 000, ou d'ailleurs dans les panneaux, vous allez avoir peut-être des importations qui viennent de Chine, donc votre dépendance s'accroît. Donc tout ce débat-là, à mon avis, qui est un coût, je dirais, caché, qu'on voit une fois qu'on l'a installé, doit être installé. Maintenant, c'est vrai, là où vous avez raison, c'est que vous avez une baisse du coût, notamment des cellules dans le photovoltaïque. Donc, ça, c'est plutôt c'est très positif. Après, la question, évidemment, c'est toujours la massification, l'acceptabilité sociale. Je crois que c'est une énergie verte qui est relativement facile à digérer, entre guillemets. Pas aussi facile qu'on le pense néanmoins, parce que pour être... moi, je suis plutôt favorable, si vous voulez, tout ce qui est panneau, mais je m'aperçois quand même que, par exemple, quand vous êtes du côté de Gordes et que vous dites on va construire plusieurs centaines de mètres carrés, alors là, les gens disent mais comment? Mais je suis dans le parc naturel du Luberon, on me met ça devant les yeux. En revanche, je vois un élément intéressant dans tout ce qui est panneaux, c'est que ça peut être un moyen de faire de l'aménagement du territoire, si on s'y prend bien, et d'avoir une source de revenus. Par exemple, sur des panneaux, sur les hangars agricoles, on sait qu'il y a la variabilité agricole. Si on était un peu sioux, on pourrait faire en sorte que les agriculteurs gagnent ainsi une part de revenus fixes qui leur permettrait d'amortir lorsqu'il y a une mauvaise récolte, etc. Donc je pense qu'il y a des choses à faire, mais simplement, ça suppose aussi que les ministères discutent et qu'on ait une stratégie ciblée sur ce type de public. Nécessaire du prix du carbone. Quantifier le prix du carbone, c'est sans doute une bonne idée. Toute la question est dans la pente. Quand vous passez de 7 centimes 7 euros de la tonne à 100 euros de la tonne en 2030, c'est un impact incroyable. C'est-à-dire qu'en réalité, en 2030, l'impact sur le prix le plein de carburant, il va se compter en plusieurs euros. Donc, à un moment donné, quand ça coûte 12 euros de plus pour faire votre plein de diesel, il y a quelqu'un au bout qui paye. Et la difficulté, c'est que ceux qui payent ne sont pas forcément les bénéficiaires. On a une excellente, d'ailleurs, démonstration ce matin dans le Canard enchaîné avec M. Corbière, qui fait des rénovations énergétiques. Ce qui est compliqué, c'est qu'on parle toujours en moyenne. Quand on parle de budget de l'État, on vous dit, mais voilà, en moyenne, les Français, ils gagnent. Oui, en moyenne. Mais moi, je parle à la marge. Moi, je parle à celui qui fume, qui se chauffe au fioul et qui conduit au diesel. Et lui, il ne fera pas de rénovation énergétique chez lui. Et lui, il n'achètera pas la voiture électrique. Donc, de toute façon, il n'a que des coûts dans cette histoire. Donc, l'important, en réalité, c'est d'avoir une courbe qui puisse épouser la croissance économique. C'est complètement stupide au moment où les prix augmentent, même si on vous dit 75% de l'augmentation du prix du carburant, c'est vrai, c'est la faute à pas de chance. Mais est-ce que c'est vraiment le moment de se figer en disant non, j'ai mon plan, je veux absolument tenir une courbe qui va augmenter considérablement le prix du... Ça ne fonctionnera pas. Le gouvernement finira par péter comme un bouchon de champagne, parce que la pression sera trop forte. Et parce que les individus évoluent aussi dans un contexte économique où il y a plein d'autres choses. Parce que si en plus, celui qui fume la cigarette, qui se chauffe au diesel, qui se chauffe au fioul et qui roule au diesel, en plus, il est retraité, et qu'il a payé la CSG et qu'il a été désindexé, lui, si vous voulez, il n'est pas à ébullition 38, il est à ébullition 80. Donc à un moment donné, je crois que l'attitude de François de Rugy consistant à dire il y a l'urgence climatique, oui, il y a aussi une urgence politique. Et voilà. Et vous savez, c'est Keynes qui disait sur le long terme, nous serons tous morts. Donc, en l'occurrence, il y a quand même un arbitrage qui est fait par les gens. On peut le regretter, mais comme je dis, on ne vous ferait pas la transition énergétique contre les Français. C'est Malraux qui disait nul ne peut refaire la France sans les Français. 4 octobre 1958. Rien n'a changé. Je n'aime pas les comptes d'affectation spéciale. Le budget de l'État, c'est toujours on prend des recettes et ensuite on ne les affecte pas et ensuite en deuxième partie, vous parlez des dépenses. Donc moi, je plaide pour une lisibilité de la maquette budgétaire, parce que j'ai 2 programmes et 2 comptes d'affectation spéciale. Et moralité, par exemple, je prends le compte d'affectation spéciale sur la transition énergétique, vous n'avez aucun débat en réalité. Là, on voit passer le train. On nous dit, cette année, il y a 7,3 milliards d'euros qui partent sur les énergies renouvelables. Et donc vous êtes en gare et vous voyez le train passer.
Vous dites, bon, aurais-je voulu qu'il aille moins vite, plus vite, etc. Vous n'avez strictement aucun débat. Le Parlement ne vote aucun plafond. On pourrait dire, par exemple, tiens, nous souhaiterions quand même que cette année, les aides aux énergies renouvelables ne dépassent pas 7 milliards d'euros. Puis après, vous vous débrouillez. Non, on ne peut pas. Donc moi, je plaide plutôt pour qu'effectivement, on réintègre des choses qui sont aujourd'hui soit dans des comptes d'affectation spéciale, soit pire, horribilis, à l'extérieur du budget. C'est-à-dire les certificats d'économie d'énergie. Alors ça pose quand même problème, je dirais à tous ceux qui disent mais attention au déficit public, à mon taux de prélèvement obligatoire. Oui, mais c'est hypocrite. Parce que quand vous allez à la pompe, vous payez la taxe carbone, et puis ensuite, on vous fait payer, parce qu'on a augmenté le prix, les certificats d'économie d'énergie. Donc, pour vous, c'est une quasi-taxe. Comment est-ce qu'on appelle quelque chose qui est obligatoire pour des gens et qui se traduit par une perte de pouvoir d'achat pour les Français? Bon. Donc, à un moment donné, si on veut être clair sur les moyens, on doit pouvoir effectivement avoir, je dirais, une visibilité. Modulo, parce qu'il faut nuancer, effectivement, le système d'aide aux énergies renouvelables s'accommode assez mal d'un dispositif budgétaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve quelque chose qui permette de peut-être de garder un compte d'affectation spéciale, mais en tout cas, de réfléchir à un système où effectivement le Parlement pourrait voter, décider, évaluer, je dirais, ces politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même finalement incroyable qu'on passe 2 heures à discuter du budget de Météo France et qu'à aucun moment on parle de l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire le soutien aux énergies renouvelables, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit croyant ou pas croyant. Voilà. Donc ça, c'est plutôt ma réponse de budgétaire. Et donc effectivement, moi je suis contre les recettes affectées, d'autant que c'est quelque chose qui est dynamique. Et en réalité, quand vous regardez le budget de l'État, quelles sont les grandes politiques publiques portées par l'État aujourd'hui? Où est-ce qu'il met les moyens? Il n'y en a pas tant que ça. Prenez le ministère de l'Agriculture, le budget est en baisse, par exemple. Donc, où est-ce que l'État met des moyens supplémentaires? C'est sur la politique de transition. Et on voudrait me faire croire que c'est la seule politique, pour des raisons d'affectation, dont on ne discuterait pas au Parlement. Ça pose un sujet politique. Bon, je pense, si vous voulez, que effectivement, si on raisonne en pourcentage, ça atténuerait. Mais néanmoins, quand vous avez une forte hausse, à un moment donné, ça finira quand même. Alors, ça permettrait peut-être de lisser, et l'idée, à mon avis, mériterait d'être analysée. Voilà. Après, il y a plein d'autres. Moi, j'en avais un petit peu évalué. Ben non, je l'ai pas devant moi. Mais il y a d'autres possibilités. Par exemple, on pourrait effectivement réintégrer les certificats d'économie d'énergie et essayer de faire attention que le ministre fixe pas un volume indépendamment de toute discussion. On pourrait effectivement sur la taxe carbone lisser la progression ou suspendre. L'État pourrait décider d'affecter le surplus de ses recettes de TVA à un allègement spécifique en année. Enfin, je pense en tout cas qu'il ne peut pas rester sur cette position consistant à dire circuler, il n'y a rien à voir. La raison pour laquelle maintenant on a tout ce débat sur la taxe carbone, c'est parce qu'on fait bien contribuer les énergies fossiles. Voilà. Et alors c'est assez compliqué d'ailleurs parce qu'on a revu le système de la CSPE, etc. Mais de mémoire, effectivement, maintenant il y a une part carbone. Enfin, j'ai jamais véritablement compris l'usine à gaz qu'ils avaient fait. Mais enfin, aujourd'hui, on peut dire qu'on a élargi l'assiette et on le vit tous les jours. Mais effectivement, il y a des fois, je dirais, une espèce d'anomalie de dire que les énergies vertes électriques doivent être financées quelque part sur le prix de l'électricité. Enfin, moi, je pense que quand même, ce serait bien que ce soit largement plutôt le fossile qui finance ceci. Sur le biogaz, alors moi, je suis très favorable au gaz, parce que je pense que c'est une énergie de transition. Je crois qu'en fait, si on devait faire ma transition énergétique idéale, c'est évidemment faire de la substitution fossile vers électrique, et ensuite, au sein de l'électrique, choisir le plus décarboné possible. Donc, moi, je serais plutôt tendance à combattre le charbon. Alors, il y a un enjeu social derrière, un gros enjeu social, parce qu'après, on ferme les centrales de manière très localisée, donc il y a des pertes d'emplois. Donc, ça veut dire, déjà, même si c'est quelques centaines d'emplois, ça se programme. Et l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a annoncé la fermeture, et puis j'ai reçu, moi, j'ai quelques parlementaires qui disent on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Oui, mais à partir du moment où le Parlement a fixé, je dirais, l'horizon,
Maintenant, il faut évidemment avoir un plan de reconversion. Ce qui nous permettra d'ailleurs de tester nos capacités d'imagination, parce que le jour où on le fait sur une dizaine de sites nucléaires, si j'en crois certains, on a intérêt à avoir un plan B. Parce que si c'est pour faire des grands cratères dans des territoires qui sont déjà fragilisés, ça ne va pas bien se passer. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il y a effectivement un vrai travail. Après, critiquer l'empreinte du gaz par rapport au charbon, alors là, je vous avoue très humblement que le sujet n'était jamais remonté, en tout cas que je n'avais jamais vu cet argument comme quoi le biogaz, mais je suis preneur, hein, voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il faudrait qu'une bonne transition énergétique doit être ouverte sur l'incertitude. C'est-à-dire que vous avez trop de gens qui sont dogmatiques, qui disent en 2040, la consommation d'électricité sera tant, la consommation d'énergie sera tant, le véhicule électrique sera là. Moi, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a des incertitudes sur le stockage, sur le coût du fossile à ce moment-là, sur les capacités économiques de ce pays. Donc, je serais plutôt, d'un point de vue de prudence, de dire j'ai plusieurs types d'énergie qui demandent qu'à se développer. J'essaye de les positionner sur des secteurs où elles ont a priori le plus grand avantage concurrentiel. Par exemple, le gaz sur des flottes captives, en disant je vais encourager, je ne sais pas moi, les poids lourds ou peut-être les taxis, les ambulances, les pompiers, que sais-je, le parc de l'État à se déployer de telle manière à créer un marché, une industrie derrière. Et puis ensuite, j'évite de faire en sorte qu'il y en ait une qui cannibalise l'autre. Parce que si demain, je mets trop l'accent, par exemple, sur le véhicule électrique, je vais déployer des infrastructures. Alors, il y a de bonnes chances que ça se développe. Néanmoins, je n'aurai pas la capacité financière de financer un réseau d'infrastructures électriques, un réseau d'infrastructures en gaz. Et puis, si je me suis trompé et que dans certains territoires, ce n'était pas adapté, ben, ce sera trop tard pour revenir. Je me méfie toujours, si vous voulez, de ce que j'appelle la jurisprudence Minitel. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un très bel outil. Malheureusement, on s'est trompé. Voilà. Comme dit la chanson, on s'est trompé d'idée. Voilà, de mourir pour des idées, des morts lentes. Donc, il faut donc, si vous voulez, je crois vraiment garantir le déploiement de ces différentes énergies, leur assurer un couloir, un corridor. Après, si, comme vous le dites, le gaz a une empreinte carbone moins bonne que le charbon, moi, je demande qu'à être convaincu. Alors, la région est une maille intéressante, je pense. Ça dépend de ce qu'on met dans la politique énergétique en réalité. Pour faire de la rénovation de bâtiments, par exemple, dont on a peu parlé, je pense que le niveau communal ou intercommunal est assez bon. Moi, je suis, si vous voulez, pour cibler sur les centres-villes anciens. Parce qu'en réalité, le problème de la rénovation énergétique, c'est essentiellement dans l'ancien où on a du mal. Et on a des centres-villes aujourd'hui qui ont d'autres problèmes avec la désertification du petit commerce. Moi, j'ai 3 grosses communes dans ma circonscription. Elles ont toutes les mêmes problématiques, c'est-à-dire se sont transformées en ghettos, avec ghettos sociaux et ghettos quasiment ethniques d'ailleurs, puisque vous avez la dernière génération d'immigrés qui s'installe là. Donc ça pose plein de problèmes. Donc si on avait une action forte à faire en termes d'aménagement du territoire, pour moi, c'est la rénovation des centres-villes. Ce qui suppose évidemment de le faire en main dans la main avec la commune. Alors, les intercommunalités n'ont pas forcément les moyens de le faire. Donc ça supposerait, je dirais, d'avoir des aides, soit de l'État, soit de la région, etc. Mais en tout cas, je les verrais bien positionnés sur ça. La région, c'est peut-être plus intéressant au niveau de la production, notamment quand il faut prévoir, d'abord parler d'interconnexion, puisque vous êtes dans le réseau, quand il faut parler de déploiement de panneaux photovoltaïques ou de quelque chose de plus massifié. Je pense que c'est intéressant. En faisant attention, parce que dans les nouvelles régions, vous avez un biais politique qui est que les urbains ont pris le pouvoir par rapport aux ruraux. Je le dis parce que je suis un député rural. Pour ceux qui ne connaissent pas le Vaucluse, j'en profite pour faire un petit peu de publicité. Je commence à Carpentras, donc ma voisine du sud avant était blonde, maintenant elle est brune, voilà, vous l'aurez compris, et sans jeu de mots. Et ensuite, vous avez le Mont Ventoux, le plateau de Sceaux, là où il y avait les missiles, Gordes, le nord du Luberon, et toute la vallée de la Durance, donc qui jouxte, mais qui n'inclut pas Cadarache, voilà, qui jouxte Cadarache. Donc c'est vraiment la partie de Vaucluse qui est la plus rurale. Et le problème, c'est qu'en élargissant les mailles des collectivités territoriales, des cantons et des régions, en réalité, on donne la prime aux espaces urbains les plus densifiés. Parce que si vous choisissez un candidat, naturellement, vous allez le prendre là où il est le plus connu. Bon. Donc vous avez, si vous voulez, un déséquilibre qui se fait, parce que dans la région, par exemple, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, prenez l'exécutif, ils viennent de Marseille, de Toulon, de Nice, et donc, ils ont une vision de la transition énergétique qui n'est pas exactement la même que je dirais que celle que je porte.
Parce que ils vont beaucoup vous parler de smart technologie et de véhicules électriques. J'ai même des collègues qui me parlent de trottinettes électriques. Moi, honnêtement, ça me fait toujours rigoler. Quand l'État dépense, si vous voulez, enfin, je veux dire, si on pense demain qu'on va aller travailler en rural, en vélo ou en trottinette électrique, on voit qu'on vit à 50 km. Donc, c'est important, si vous voulez, qu'on ne perde pas cette sensibilité. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je dis oui à la région. Peut-être que le département a aussi une possibilité d'affiner. Voilà. Mais en tout cas, l'important, c'est quelle que soit la collectivité territoriale, vous donnez la compétence, il faut absolument qu'il y ait une contractualisation, il faut qu'il y ait un chef d'orchestre. Sinon, le coût caché va se retrouver chez vous. Il va se retrouver dans le réseau. Un jour, on va nous dire, il y a eu une surtension, il y a eu, etc. On n'a pas été en capacité d'approvisionner, on n'avait pas fait les investissements nécessaires. Donc voilà, tout ça se dissimule ensuite dans le réseau. Et alors, on le voit d'ailleurs à l'autre bout de la chaîne avec le fameux compteur Linky. J'en profite. Parce que compteur Linky, j'ai creusé le sujet, parce que j'ai eu une rébellion en Vaucluse. Donc j'ai envoyé 30 pages à votre direction en 2 questionnaires de rapport. Donc on a creusé le sujet. On a eu la réponse, on a appris à se connaître. J'ai rendu d'ailleurs j'ai mon avis notamment au précédent ministre. Linky, c'est essentiel pour la transition énergétique, mais on bute exactement sur le même problème que les éoliennes ou le nucléaire. C'est que les gens veulent la transition énergétique, mais quand on leur met un compteur, ils disent oui, mais les ondes, etc. Alors, il y a des choses scientifiques, il y a des choses qui ne sont pas du tout scientifiques, il y a des croyances, des règles, mais enfin, à un moment donné, il faut faire avec l'homme. Et donc, la difficulté de Linky, c'est qu'on l'a imposé chez tout le monde en disant ensuite, vous avez l'optionnalité pour moduler et suivre votre consommation. Du coup, on risque d'avoir la pire des solutions, c'est-à-dire des gens qui sont obligés d'accepter et ensuite disent, puisque c'est comme ça, je boycotte l'usage. Donc vous aurez le coût, mais vous n'aurez pas le gain. Voilà. Donc peut-être qu'il aurait été mieux de dire, vous avez la possibilité ou pas de l'avoir. Si vous ne l'avez pas, attention, on va vous faire payer. Et ensuite de dire, par contre, si vous l'avez, on peut prélever les données et donc on peut évidemment moduler la consommation. Sur l'approvisionnement, moi je partage votre inquiétude parce que des fois j'ai l'impression que la réflexion se fait dans un monde clos ou en jeu vidéo. En jeu vidéo, c'est-à-dire en fait qu'on supprime X central, qu'on supprime X... en fait, tout ça est une question théorique, alors qu'en fait elle est éminemment pratique. À la fin, c'est est-ce que nos entreprises et nos citoyens pourront se chauffer, se loger à un prix décent? Est-ce que nos entreprises seront compétitives? Chose qui apparaît très très peu dans le débat. L'important, c'est l'objectif, hein, c'est marche ou crève. Et deuxièmement, quand on pense notre stratégie, chacun le fait dans son coin. Alors on parle toujours de l'Europe de l'énergie. Ça permet généralement de boucler le sujet. Moi, je vais vous dire, l'Europe de l'énergie, quand les Allemands ils ont fermé leurs centrales nucléaires, ils n'ont pas dit, tiens, si on faisait l'Europe de l'énergie. Hein. Ils ont dit, nous, on ferme nos centrales nucléaires, puis vous vous débrouillez. Quelque chose me dit que si tout le monde, par exemple, se mettait à faire des énergies renouvelables massivement, eh bien, on risque d'avoir des situations... Alors, tout le monde vous dit non, parce que les vents, le soleil, très bien, mais enfin... Vous savez, je suis pas paysan, mais enfin, je vis en monde rural, donc j'aime bien y aller mollo. Je me dis, est-ce que, par hasard, je pose une question, on ne pourrait pas avoir une situation où finalement on soit plus capable de compenser les insuffisances des uns et des autres, par exemple. Donc, l'un des objectifs de notre stratégie devrait être l'indépendance. D'où ce que je vous ai dit sur la flexibilité, ce que je vous ai dit sur l'intégration, par exemple, de la dépendance aux métaux rares, et d'où le fait que je suis évidemment défenseur de prolonger la filière nucléaire, d'abord parce que c'est notre savoir-faire, ensuite parce que je crois que c'est complètement incroyable de dire on va arrêter de financer le projet Astrid, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est d'organiser notre propre impasse industrielle. Ce qui est quand même incroyable. C'est qu'on a capitalisé pendant des dizaines d'années sur un savoir-faire, on a 200 000 personnes qui travaillent là-dedans, et on dit on a un problème de déchets. Donc là, le Canard enchaîné ce matin dit les piscines débordent, mais les piscines débordent très bien, mais quand on est allé dire aux habitants de la Meuse, vous allez avoir un CIGEO, on leur a dit, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de plutonium sur le bord, parce qu'on va travailler sur la transmutation des déchets. Puis entre-temps, on a arrêté de travailler sur... Enfin, on est en train de dire sur le projet Astrid, oui, vous comprenez, ça coûte cher, parce qu'on a déjà dépensé 900 millions d'euros. Enfin, excusez-moi, c'est un projet de recherche. Quand on dépense 20 milliards d'euros pour les éoliennes offshore, on ne se pose pas la question du bruit. Donc,
à un moment donné, moi, soit on a un raisonnement purement économique et on traite tout le monde à la même échelle, soit on a un raisonnement politique, mais ne nous cachons pas, une nouvelle fois, derrière des arguments économiques, 900 millions d'euros pour développer une solution qui va permettre de recycler les déchets nucléaires, moi je trouve que c'est pas cher. Et s'il faut mettre 1, 2, 3 ou 4 milliards d'euros, je pense que c'est important. C'est important pour la résidence sociale, c'est important pour l'avenir du projet de Bure, c'est important aussi pour garantir que, en cas d'à-coup, on garde quand même cette filière. Voilà. Donc, et par ailleurs, on investit aussi sur le projet ITER. Donc, à un moment donné, voilà, il faut. Je crois que dire par avance, moi je suis devin, je ferme la porte à cette énergie, à mon avis, c'est une grave erreur. Par exemple, moi je suis favorable à l'incinération des déchets nucléaires. Je trouve tout à fait choquant qu'on ait arrêté de travailler là-dessus. Le CEA maintenant est tout prêt à le refaire, à condition qu'il y ait les crédits, etc. La Belgique le fait, et ça serait une transformation majeure de l'image de l'industrie nucléaire si on arrive à transformer les déchets en bilan ou en déchets à vie bref. Enfin bref. Il y avait une question, les électriciens viennent de rendre public un appel en disant la tarification d'électricité au coût marginal ne nous permet plus d'investir pour des installations pilotables, pour des centrales pilotables. Or, on va manquer, c'est ce que vous disiez, c'est peut-être un écho à ton inquiétude. Comment on va faire maintenant, puisqu'on n'a plus les moyens d'amasser assez d'argent, si je puis dire, pour investir dans des trucs pilotables. On n'a que des renouvelables. Et on ne va pas y arriver comme ça. Donc je ne sais pas quelle est votre position là-dessus. Enfin, est-ce qu'il y a moyen que le Parlement alerte en disant, de toute façon, on a une difficulté, c'est pas aussi simple que vous le croyez, et on a quand même besoin de centrales pilotables. En plus, on doit se débrouiller avec un écheveau institutionnel très compliqué, parce qu'il y a des choses que le Parlement ne voit pas. Le débat aujourd'hui sur le paquet énergie-climat, le Parlement n'est pas associé. Donc, c'est vrai que notamment au moment du budget, on peut être un point d'entrée. Moi, je prends, si vous voulez, les informations du secteur quand il m'alerte. L'UFIP m'a alerté sur le prix du carburant, etc. Je prends parce que ça nous aide. Je dirais la plus grande difficulté pour un parlementaire, c'est d'avoir accès à l'information et la filtrer de toutes les impuretés du lobbying. C'est à pas se faire manipuler. D'où l'important de rencontrer soit... il y a ceux qui disent, du coup, je rencontre personne. Moi, je préfère rencontrer tout le monde, entendre les arguments de tout le monde et essayer de me faire ma propre opinion. Et j'essaye de ne pas avoir trop de vision idéologique là-dessus. Voilà, bon. Alors, des fois, je vois des sites où on me dit, mais lui, il est pro-machin, pro-truc. La réalité, c'est que j'essaie d'être pragmatique. Mais sur un sujet comme le vôtre, si on doit, justement, introduire l'idée, peut-être, de mécanismes qui permettraient, justement, de garantir un investissement sur les centrales flexibles, moi, ça m'intéresse. Simplement, il faut m'expliquer. Parce que je ne suis pas un ingénieur, hein, je vous rappelle, hein, moi je ne viens pas du tout du monde de l'énergie, je viens du monde du chiffre, donc ça n'a rien à voir. Et c'est d'ailleurs parce que je viens du monde du chiffre que je connais bien nos amis de Bercy, que je sais très bien comment ils raisonnent. Et ils ne raisonnent pas du tout avec, je dirais, les mêmes paramètres. Ils regardent le coût que ça fait à la fin et on rabote parce qu'on a un déficit public à respecter. Donc on se bat tout le temps contre quels que soient les secteurs, si vous voulez. Et la difficulté, c'est qu'avec on a le phénomène de la Ve République fait que la majorité est très loyale au gouvernement, que le gouvernement est très dépendant des analyses de Bercy, et donc à la fin, on a des députés de la majorité qui, en fait, récitent les notes de Bercy. Donc quand on a un ancien ministre du budget de notre côté, il sait ce que c'est, donc il leur a dit arrêtez, voilà, mais c'est comme ça que vous retrouvez des débats surréalistes pour savoir si le Parlement a le droit, par exemple, de débloquer 18 millions d'euros pour la recherche pédiatrique sur les cancers, vous voyez. Et vous avez des députés de la majorité qui disent quand même, etc. Vous êtes d'accord, oui, mais quand même, etc. Voilà. Donc, à un moment donné, si on veut avoir un débat démocratique sain, je pense que c'est bien d'avoir des colloques, des séminaires, des tables rondes, mais que le véritable débat est sur le moment du budget, et donc ça suppose évidemment d'avoir une vision transversale de tous les coups. Voilà, parce qu'évidemment, si vous avez sorti le sujet en extra-budgétaire, vous n'aurez jamais ce débat. Voilà. Mais moi, je me tiens à votre disposition. De force. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie n'intéresse personne. Voilà, donc déjà, désolé de briser un mythe, mais la réalité des choses, c'est que l'énergie n'est pas un sujet qui vous amène politiquement un avenir. Voilà. Je suis un type qui a investi sur un sujet qui ne me rapporte rien. C'est pas le Bitcoin, si vous voulez. Voilà. Pour vous donner, j'ai présidé un groupe d'études, une mission d'information sur les crypto-monnaies. Le fait d'avoir fait un travail sur les crypto-monnaies vous amène plein de journalistes qui disent ils cherchent désespérément. Alors ça les intéresse.
Sur l'immigration, vous allez faire des plateaux télé. L'énergie, faites le test. Quand on organise un débat, c'est très rare sur l'énergie, on invite un expert. On invite généralement les industriels, jamais un politique. Ou alors, si c'est un politique, c'est un écologiste. Bon. Donc, voilà. Mais un écologiste de deuxième génération. Voilà. Un EPR vert. Bon. Troisième génération. Donc, ensuite, pour répondre à votre... Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous avez, dans l'ancienne mandature, à droite, on était 2,5 à s'intéresser au sujet. À gauche, ils étaient 3. Voilà. Là, c'est un peu mieux. À droite, on est... Alors, à droite, ça se réveille. Il y a longtemps, j'ai été un peu tout seul. Là ça, le prix des carburants, tout de suite, là, les gens disent, mais quand même, il faudrait qu'on s'interroge. Et le problème de la droite, c'est qu'elle se dit, mais finalement, quelle est notre position? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que c'est une écologie de droite? Enfin, voilà, il se réveille. Donc, alors, le 26 novembre, moi, j'organise... enfin, en tout cas, je n'utiliserai pas le mot écologie, mais est-ce qu'une autre politique d'environnement est possible? Et donc, le 26 novembre, pour répondre à votre question, moi, j'organise avec certains de mes collègues quelque chose parrainé par Oser la France, mon mouvement, et par Croissance Bleue, qui est un think tank que j'ai créé sur ces questions-là, à l'Assemblée nationale, pour entamer un cycle de débat sur une autre politique de l'environnement. On va commencer par une table ronde sur faut-il parler de réchauffement ou de variation climatique? Attention, on rentre sur des sujets qui sont extrêmement sensibles, remettre en cause le dogme, mais moi j'aime bien inviter des gens qui pensent différemment. Ensuite sur la transition agricole, parce que c'est un vrai sujet moi dans mes territoires, et puis ensuite on fera la transition énergétique et ensuite le financement. Voilà. Donc si ça vous intéresse, c'est toujours possible de demander à mon assistant à Paris, il pourra vous faire rentrer dans le bâtiment. Donc du coup, on est 5-6. La majorité, elle est diverse, elle est plurielle. On a connu la gauche plurielle, maintenant c'est le centre pluriel. Alors, le centre pluriel, on a des grands défenseurs, par exemple, qui sont tout à fait en ligne avec ce que je vous défends, et vous avez leurs adversaires dans la même famille. Donc c'est un peu compliqué, parce que... Voilà, parce que par exemple, je donne un exemple, commission d'enquête à laquelle j'ai participé c'était quoi? C'est sur la sécurité et la sûreté nucléaire. Bien la majorité, c'est coupé en deux. Une partie qui a voté avec nous, qui a refusé de voter le rapport, la publication du rapport, parce que ce rapport présidé, enfin c'était Mme Pompili qui était aux manettes, me semblait d'un manque d'objectivité flagrant dans la manière. Alors, je ne supporte pas, si vous voulez, moi, autant on peut avoir tous les avis pourvu qu'on soit de bonne foi. Mais alors, trafiquer un rapport, c'est vraiment pas ma culture maison, donc je crois que j'ai jamais été aussi féroce avec un collègue sur un projet, parce qu'on engage quand même le Parlement, mais vous avez une majorité qui a suivi, et ils étaient très en faveur. Donc, entre Mme Pompili et, je ne sais plus comment elle s'appelle, Mme Perrine, qui n'est pas du tout sur cette position, il y a une très grande diversité. Parce qu'en réalité, les écologistes, le groupe des Verts, qui était présent et qui était moteur, qui lui a une vision que je combats d'ailleurs, parce que derrière, on va dire, je ne vise pas Brice Lalonde, hein, mais derrière, on va dire, les deux rugies, etc., c'est quoi? C'est une théorie de la décroissance, c'est une forme de malthusianisme. Ça vous donne d'ailleurs cet incroyable article que j'ai lu où on dit, pour sauver la planète, il faut faire moins d'enfants, on aura moins d'émissions de CO2, non, enfin, on marche sur la tête. Mais non, mais c'est vrai, mais arrêtons de faire des enfants, et du coup, la planète sera libérée de l'homme. C'est sûr que c'est une excellente moyen de rétablir. Non, mais on aboutit, si vous voulez, à des choses. C'est dans le Figaro. Voilà. Vous êtes bien renseigné. Moi, je suis de droite, donc si vous voulez, le matin, je lis plus le Figaro que Libération. Mais le Figaro peut écrire des bêtises. Et d'ailleurs, pour plus d'exactitude, c'est pas le Figaro. À l'origine, c'est une dépêche AFP. Voilà. Donc, c'est un péché de répétition. Donc, voilà. Donc, on aboutit, je dirais, à des choses qui sont complètement contradictoires. Donc, moi, je combats, si vous voulez, cette idéologie-là. Et puis ensuite, alors, vous avez l'extrême gauche. Et dans l'extrême gauche, ils sont là aussi partagés. Vous avez d'un côté plutôt les anciens communistes qui sont assez favorables au nucléaire, qui sont très liés aux syndicats. Ils restent quand même sur une logique industrielle. Et vous avez la France insoumise, qui sont beaucoup plus gauche alternative et qui donc eux combattent notamment le nucléaire et sont pour le développement durable. Mais ce que je critique un petit peu, si vous voulez, c'est que finalement la droite a embrassé le débat, a embrassé le discours, a repris les mots du discours, depuis Borloo d'ailleurs, sans se poser la question de savoir si dans ce qu'on lui donnait, il y avait uniquement un discours ou il y avait une vision de la société.
Et elle se retrouve des fois en contradiction entre ses valeurs et le discours qu'elle tient sur l'environnement. Parce que il y a des mots, si vous les utilisez, à un moment donné, il faut être cohérent avec ce que vous proposez. Et de manière plus compliquée, je crois que tout ce que je vous dis, par exemple, sur le malthusianisme ou la théorie de la décroissance, n'était pas forcément très assimilé. Et aujourd'hui, donc, il y a cette réflexion qui se fait, donc ça c'est bien. Mais du coup, elle se dit, mais alors du coup, si nous, on veut protéger l'environnement, mais qu'en même temps, on ne veut pas forcément tout dans ce qu'on nous a vendu, par exemple, parce que sur les éoliennes, ils se réveillent en disant, mais finalement, on n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'on défend exactement? Voilà. Et donc, ça suppose un énorme travail, une énorme réflexion intellectuelle. Donc moi, sur l'énergie, je dirais que j'avais déjà proposé quelque chose. Par contre, il y a des sujets, moi je ne suis pas du tout spécialiste, sur l'agriculture, il y a la protection de la biodiversité, voilà. Et donc, c'est en ça, si vous voulez, qu'il est difficile d'établir des camps de manière précise. Sur le chauffage, c'est une vraie question. Alors, je suis peut-être mal exprimé, mais c'est exactement ce que je voulais dire. Vous l'aviez dit mieux que moi. D'abord, sur le fuel, on retrouve le sujet de la taxe carbone. Bon. Alors, deuxièmement, c'est ce qui est arrivé en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, le renchérissement du coût a fait qu'on a eu des décès de personnes âgées, notamment, qui ne pouvaient pas se chauffer parce que c'était devenu hors d'usage. Alors, du coup, on marche sur la tête parce que, finalement, dans la politique énergétique, on a évidemment tout ce qui est aide au développement, et puis on a un volet social, qu'on inclut d'ailleurs, à mon avis, à tort, dans le même programme. Ça, c'est un point de maquette budgétaire. Pour moi, ça n'est pas le même objectif. La preuve en est que quand vous faites le chèque énergie, et qu'on a fait les modifications sur le chèque énergie, on s'est aperçu que c'était plus profitable pour des gens qui se chauffaient au fioul. Donc on incite bien plutôt les gens qui consomment du fossile. Donc on n'est pas sur un objectif d'émission de CO2, on est sur un objectif social. Et la politique de l'énergie, ça n'est pas la politique sociale de l'énergie. En réalité, du coup, mes collègues disent qu'il faut augmenter le chèque énergie, et je ne peux être que favorable à ça, mais pourquoi? Parce que le train va trop vite. Comme le train va trop vite, il faut compenser le coût pour les plus modestes, donc on augmente le coût énergie qui leur permet finalement d'atténuer l'impact. Simplement, on n'augmentera jamais le chèque énergie à la vitesse à laquelle les prix augmentent. Donc en fait, on va augmenter de 50 €, mais on n'est pas à hauteur de 50 ou 100 €. Deuxièmement, on oublie du coup qu'on crée une nouvelle perturbation par rapport aux classes moyennes. Parce qu'il y a toujours cette couche de Français qui ne bénéficient jamais des aides, etc. Parce que, alors, le propos que je vais tenir ne doivent pas être sortis de son contexte, mais je dirais que, je ne voudrais pas utiliser des mots trop violents, mais disons qu'il y a une espèce de... quelque chose qui m'agace un petit peu dans le débat parlementaire, c'est que vous avez toujours une portée, on dit les plus modestes. Donc, si vous voulez, on démultiplie les mécanismes d'exonération pour les plus modestes. Moi, je ne nie pas, les plus modestes ont besoin d'être protégés. Simplement, on oublie qu'à force d'avoir systématiquement un biais en disant on va exonérer, on va donner des chèques, etc., on se retrouve avec des gens qui, nominalement, gagnent moins, mais qui, en pouvoir d'achat, se retrouvent finalement mieux lotis que la classe moyenne. Et la classe moyenne, elle prend aussi sa voiture, elle n'a pas droit au chèque énergie, et elle paye plein pot. Et ça pose un vrai problème, parce que la démocratie, elle repose quand même beaucoup sur cette classe moyenne. Le jour où la classe moyenne commence à s'appauvrir, on va avoir un vrai problème. C'est d'ailleurs, à mon avis, c'est pas les classes populaires qui manifestent. Il y a évidemment les classes populaires, mais il y a aussi les classes moyennes qui bouent, parce qu'eux, ils payent. Même si c'est pas ça qui va peut-être les empêcher de se chauffer cet hiver, reste qu'ils partiront pas en vacances, ou ils réduiront leur train de vie. Donc, on a ce problème-là, je dirais, sur le chèque énergie, et plutôt d'augmenter de manière exponentielle le chèque énergie pour garantir cette espèce de trajectoire dont vous parliez, on ferait mieux d'avoir une trajectoire beaucoup plus raisonnable, à la fois par rapport à nos poids dans les émissions, et puis par rapport tout simplement à la capacité qu'ont les Français. Et ce débat, je me rappelle l'avoir eu lors de la loi sur la transition énergétique. François Brottes était arrivé en disant on devrait avoir un compteur qu'on installe chez les foyers les plus modestes pour leur dire combien ça leur coûte en continu. Et je me souviens lui avoir dit, mais c'est stupide de le faire chez les classes modestes. À quoi ça sert de dire à un type qui ne peut pas changer son frigidaire ou son chauffage, vous avez vu, hein, ça coûte. Non mais je veux dire, celui qui de toute façon est assez riche, ça n'a aucun impact puisqu'il s'en fiche, à la limite. Il pourrait échanger, mais je dirais, il ne va peut-être pas s'embêter à changer son chauffage. Il dit, ça me coûte 50 € en plus, ça me coûte 50 € en plus. À la limite, à le faire, faites-le sur les classes modestes, sur les classes moyennes, sur des gens qui sont sensibles à l'effet prix et qui peuvent avoir les moyens de changer.
Et l'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ceux qui bénéficient de la fameuse prime, etc., pour avoir un crédit d'impôt, il faut payer des impôts. Eh oui, c'est tout bête, mais il y en a quand même une moitié de Français qui ne payent pas les impôts. Et donc, je vais dire peut-être un gros mot, mais la politique de transition énergétique, c'est peut-être une politique antisociale. C'est peut-être Robin des Bois à l'envers, c'est qu'on prélève les pauvres pour financer les riches. Et donc, je crois que, donc, de ce point de vue-là, pour être certain, si vous voulez, que ça n'est pas un biais social, on devrait affiner nos outils pour savoir exactement qui paye, dans quelle proportion et pour quels résultats. Chose qu'aujourd'hui, on n'a pas. Alors, on sait effectivement. Alors, moi, si vous voulez, je ne défends pas forcément les fumeurs, etc., mais j'ai été frappé par, je dirais, la sortie de route du ministre Griveaux, qui dit « Monsieur Wauquiez défend ceux qui fument la clope et qui roulent au diesel ». Mais mon brave monsieur, la France, c'est un pays où il y a beaucoup de fumeurs et beaucoup d'automobilistes. Donc, dire « on va vous rééduquer comportementalement parce que vous êtes de mauvais citoyens », les gens ne le supportent pas. D'autant que l'État est lui-même responsable. Qui a encouragé pendant des années les Français à rouler au diesel ? Et un beau jour, on se réveille, on dit bah, « vous comprenez, finalement, c'est pas bien, donc désormais, on vous retire le tapis ». Je veux dire, on a besoin, dans la politique de transition énergétique, d'une forme de visibilité, de stabilité surtout. La dernière fois, je recevais des TPE qui ont investi sur la cogénération gaz de petit emploi. Ils nous disent, en 2016, on nous envoie un signal, on nous dit on va financer des dispositifs pour des entreprises qui font de la petite cogénération. On est pour, on est contre. Moi, je m'en fiche, mais 2016. Et puis 2018, on leur dit, bah, finalement, dans la PPE, on va retirer les dispositifs. Donc moi, ils me disent, bah, vous êtes bien gentils, mais depuis 2 ans, on investit pour se préparer à ce marché, et puis maintenant, vous nous dites que le marché va disparaître. Mais nous, on ne va pas survivre à ça. Donc, à un moment donné, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas oublier le français qui est derrière, parce que cette politique de transition, on vous dit qu'on l'a fait pour la planète. Et c'est une grosse différence avec M. de Rugy. Moi, je ne me bats pas pour la planète. La planète survivra à l'homme. Je veux dire, les dinosaures ont disparu. Si demain, il y a un réchauffement, une glaciation, nous, on disparaîtra, la planète sera toujours là. Moi, je me bats, si vous voulez, pour la place de l'homme dans son environnement. Et je ne vois pas l'homme comme l'adversaire de l'environnement, mais comme partie prenante. Alors après, quand vous avez des gens qui abusent, il faut les sanctionner. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt tendance à pénaliser la grande majorité pour éviter de sanctionner ceux qui, effectivement, sont peut-être les plus pollueurs. Sur le nucléaire, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on a un outil qu'on peut effectivement prolonger. Les Américains l'ont fait 50-60 ans, donc il n'y a pas d'urgence, si vous voulez. Alors après, effectivement, là où vous avez raison, là où je vous rejoins, c'est qu'il ne faut pas dire on prolonge, et puis on ne se préoccupe pas de la suite. En réalité, il faut une programmation. C'est pour ça que je voudrais un commissariat à la transition énergétique. Qu'est-ce que je voudrais ? Moi, je voudrais que zone par zone, on dise, là, on garde ou on ne garde pas ? Si on ne garde pas, est-ce que c'est un retour à l'herbe ou est-ce que c'est la construction d'une nouvelle centrale de nouvelle génération ? Déjà, ce serait, en matière de prévisibilité pour les territoires, je pense que ce serait important. Ensuite, une fois qu'on a ça, plutôt que de provisionner au plan global, moi, ce que j'ai proposé, c'est qu'on provisionne, j'ai fait un rapport sur les déchets nucléaires, sur le démantèlement nucléaire, qu'on provisionne zone par zone. Ce qui permettrait, il y a peut-être EDF d'ailleurs, de dire à EDF, bah, vous m'annoncez qu'en 2025, vous fermez, par exemple, la zone de Fessenheim, mais je vois que vous n'avez que la moitié de la provision requise. Bon. Ça obligerait, si vous voulez, EDF, quelque part, à envoyer un signal. Enfin, je parle d'EDF parce que c'est le plus gros, mais qu'on sache, si vous voulez, dans son esprit, qu'est-ce qu'il va fermer en premier. Ensuite, il y a une réflexion sur l'avenir du parc. Est-ce qu'on a besoin ? On ne va pas construire un EPR par centrale qu'on ferme. Donc on va forcément avoir un impact emploi. Puisqu'il y a, je dirais, un EPR n'occupe pas autant de gens que deux centrales, deux réacteurs actuels. Est-ce qu'on a besoin forcément d'EPR ? Pas si sûr. On pourrait faire le choix, par exemple, dans une stratégie d'aménagement du territoire, de dire on préfère des centrales plus petites, qui vont permettre effectivement de mieux quadriller le territoire. Il peut y avoir des questions sur le réseau, moi je ne suis pas un spécialiste, mais bon, pour des sujets industriels, parce qu'on a développé tel réacteur avec le Japon et que ce serait intéressant. On peut mixer. Voilà. Simplement, il faut garder à l'esprit, évidemment, dans votre plan, que derrière, vous avez Orano. Orano, ils ont besoin de centrales de réacteurs MOXé. Donc, vous ne pouvez pas dire on va fermer tous les réacteurs MOXé, parce que sinon, vous tuez le business d'Orano. Et on a aussi un équilibre et un arbitrage à avoir. C'est que pour avoir, je dirais, une bonne filière de démantèlement, il faut fermer assez rapidement. C'est qu'en fait, vous avez besoin de fermer un réacteur tous les X années pour garder, je dirais, le rythme et pour capitaliser sur l'effet d'échelle. En sens inverse,
vous avez aussi la possibilité, quand vous construisez des nouveaux réacteurs, vous avez une question de coût. Donc il y a quand même un équilibre à avoir entre la rapidité requise pour démanteler et en même temps le fait qu'on ne peut peut-être pas absorber des réacteurs tous les 3 ans. Donc c'est ça en réalité pour moi le débat si on l'aborde de manière pragmatique. Maintenant, plutôt que de se dire je veux absolument que le nucléaire soit à 50, 55, 60%, je serais plutôt, si vous voulez, sur un temps long où vous renouvelez avec effectivement une visibilité temporelle et spatiale. Et puis, en considérant que c'est la colonne vertébrale, en regardant ce que vous avez comme potentiel sur les énergies vertes par rapport au toit, par rapport au hangar, etc. Sur l'éolien terrestre, moi, je suis pour un moratoire. Sur les éoliens offshore, je suis pour un moratoire, sauf pour les éoliens flottants, pour des raisons de résistance sociale. Voilà, un moratoire tant qu'on n'y verra pas plus clair, parce que, honnêtement, la renégociation qui a eu lieu, c'est quand même quelque chose d'assez inédit. C'est-à-dire vous discutez pendant un mois et demi, et puis à la fin, ça a baissé de 40%. Bon, cocorico, vous apprenez qu'entre-temps, finalement, on a mis sur le turp des choses qui étaient... donc le chiffre n'est pas forcément exact, enfin, je suis en train de creuser. Bon. Mais, et puis, il y a aussi une sensibilité des gens, c'est-à-dire que même ça peut être une très bonne énergie, le gaz de schiste, par exemple. Non, le gaz de schiste, ça peut être... En principe, on pourrait dire, finalement, ça coûte pas cher, on le fait. On le fait pas pourquoi? On le fait pas parce que les gens, si vous leur dites on fait un derrick ici, ils vont protester parce qu'ils n'en veulent pas. Mais l'éolien, c'est pareil. On peut considérer que ça a un très beau potentiel, mais malheureusement, dans un pays où les gens ne veulent pas forcément, parce qu'on est un pays petit et qu'on doit peut-être choisir des énergies qui sont compatibles, je dirais, avec la distribution de notre espace. Contrairement aux États-Unis, où ils ont effectivement des grandes zones où ils peuvent construire des milliers d'éoliennes et où ça ne va pas embêter, à part les bisons sauvages et quelques touristes. Alors d'abord, moi je crois au partage des rôles. Je suis député, je ne suis pas maire, je ne suis pas conseiller départemental, je ne suis pas président du département, donc ce n'est pas à moi, si vous voulez, de gérer l'exode rural. Moi je défends, si vous voulez, des dispositifs qui permettent éventuellement de corriger ceci. Pour une politique d'aménagement du territoire, c'est pour ça que je plaide pour un commissariat à la transition énergétique, à la planification de la transition énergétique, qui a à la fois une visibilité temporelle et spatiale. C'est pour ça que je plaide pour ces contrats de transition énergétique avec les collectivités territoriales. Et c'est pour ça que je plaide pour, dans le cadre de tout ce qui est solaire, d'essayer d'établir justement des mécanismes de compensation dans les territoires ruraux qui permettraient d'amener du financement et de fixer les populations sur place, notamment les populations agricoles. J'ai la particularité de m'occuper d'énergie, mais dans une circonscription, ce qui permet d'être libre de tout lobby, qui n'est concerné par aucun projet. Moi, je n'ai pas de nucléaire sur ma circonscription. J'ai du gaz de schiste, mais les gens ne veulent pas. J'ai aucune éolienne. On a tenté, mais ça, on l'a freiné. Et puis, j'ai quelques projets de concentration solaire. Quelques. Voilà. Donc, si vous voulez, ça permet aussi d'être libre dans un certain nombre d'entreprises. Je n'ai pas d'intérêt, à mon grand regret aussi, parce que j'aimerais des fois dire, regardez, ça va se traduire. Bon, après... moi, si vous voulez, des fois, les gens viennent me trouver en me disant qu'est-ce qu'il faut faire, notamment les collectivités territoriales. Donc, je leur donne moi, mon point de vue. Ça me permet aussi de faire le lien avec le monde de l'énergie. Donc, par exemple, on a fait effectivement une centrale de gaz à Apt. Bon, voilà, j'ai fait le lien avec la région, avec chercher un industriel. Ça, je peux le faire, si vous voulez. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que il ne faut pas confondre énergie girondine, ce que j'appelle les énergies girondines, par opposition aux énergies jacobines, et autarcie. Et c'est un des enjeux, notamment pour le réseau. C'est que faire croire aux gens qu'avec les inventions technologiques, on peut vivre seul, coupé de tout le monde, à mon avis, c'est très mauvais. Je sais. Mais dans l'exemple, pourquoi? D'abord parce que nous sommes une nation. Si je préside un mouvement qui s'appelle Oser la France, c'est que moi je crois en l'avenir de la nation, contrairement à un camarade de promotion qui est devenu président de la République et qui parfois critique le mot de nation en disant que c'est dépassé. Moi, je pense qu'une nation, ça veut dire qu'il y a une solidarité entre territoires. Et donc, je mets vraiment en garde tous ceux qui disent qu'il faut développer. Alors, c'est très bien d'arriver à l'équilibre carbone, etc. Mais il ne faut pas développer des péninsules ou une forme d'autarcie énergétique. Il ne faut pas faire croire aux gens que demain, ils pourront se passer de tout système de sauvegarde. Et on doit, de ce point de vue-là, préserver le réseau de ceci. Après, alléger la facture des Français, leur permettre de déployer quelque chose qui, effectivement, va les rendre moins dépendants.
je pense que c'est favorable, mais je ne veux pas aboutir, parce que ça se traduira toujours de la même manière, quels que soient les secteurs. C'est-à-dire que ceux qui ont plus de moyens ou qui sont en capacité se retrancheront de la communauté nationale et on gardera ceux qui n'avaient pas les moyens ou qui n'étaient pas en capacité, c'est-à-dire que des coûts. On a le même problème, je dirais, en matière médicale. Celui qui peut se payer, le médecin spécialiste, à 2 000 euros la consultation, si demain on supprime le système de sécurité sociale, lui, il se soignera. En revanche, celui qui n'a pas accès, il se retrouvera effectivement avec un problème médical. Donc, je crois, si vous voulez, que l'énergie, par définition, il y a un volet social, il y a un volet de solidarité nationale, et que ça n'est pas un vain mot. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, autant je suis favorable, si vous voulez, à ce qu'on réfléchisse à des mécanismes d'autoconsommation, autant pas du tout à ce qu'on développe l'autarcie ou une forme d'archipélisation énergétique. Alors vous avez des gens qui critiquent ITER, son coût, en disant que c'est disproportionné. Moi, honnêtement, je ne peux être que très favorable, parce que même si je ne l'ai pas dans ma circonscription, je vois tous les gens qui viennent travailler, c'est l'avenir, c'est la recherche. Donc je pense des fois d'ailleurs qu'en recherchant dans un sujet, on peut trouver d'ailleurs des applications dans d'autres. Donc c'est comme ça qu'on progresse. Je crois qu'évidemment, le temps est beaucoup plus long. On me dit la fin du siècle, d'autres me disent 2060, moi j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que de toute façon, le débat qu'on a aujourd'hui sur le nucléaire n'impacte pas ITER, c'est qu'on pourrait fermer toutes nos centrales et quand même faire ITER. C'est une autre technologie, donc ça c'est positif. Et là aussi, c'est ce que je disais sur l'incertitude. C'est peut-être ITER changera considérablement les paramètres du sujet. Il faut continuer à investir et puis aller au bout de ce projet. Et à côté, à mon avis, il serait urgent aussi d'investir sur les réseaux intelligents et sur le stockage, parce que ce sont les deux paramètres les plus importants. Voilà. Et peut-être que dans 5 ans, on va trouver la fameuse batterie qui va permettre de résoudre le problème des énergies intermittentes et qu'on tiendra un autre discours. Voilà. Bon, après, ça posera aussi des problèmes sur le lithium, les métaux rares, la multiplication, la durée des batteries. Voilà. Bon, mais disons que je crois qu'il ne faut jamais utiliser la science contre la science. Et de ce point de vue-là, faire confiance au progrès en étant raisonnable, en tout cas sur ce sujet-là, par rapport, évidemment, au coût. Je crois qu'il y a plusieurs types de filières. Il y a des filières qui sont très articulées, très organisées, et qui ont la chance, par exemple sur le véhicule électrique, d'avoir des constructeurs. Ceux-là, ils ont été amplement aidés, c'est en train de se structurer. Ensuite, on a d'autres qui sont quelque part en concurrence. Je pense par exemple à l'hydrogène, qui sont beaucoup moins matures, beaucoup plus chers, parfois critiqués, et où là, on est au stade de l'expérimentation. Tout ce que je dis, c'est qu'il faudrait traiter les filières de la même manière, c'est-à-dire pas avec un fond idéologique. Si on est capable de mettre 20 milliards d'euros sur l'éolien, alors on devrait être capable de mettre aussi des milliards d'euros sur l'hydrogène. Peut-être qu'il faudrait mieux partager, je dirais, le gâteau sur ces énergies nouvelles. Par exemple, sur les hydroliennes, ça a été quasiment abandonné, je crois. Bon, est-ce que ça a été abandonné pour des faisabilités techniques ou pour des problèmes, je dirais, d'arrière-plan budgétaire et financier? Ça mériterait d'être creusé, parce qu'on peut tuer comme ça des filières dans l'œuf. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vous disais commissariat à la transition énergétique, pour avoir déjà une idée claire de ces filières, et ensuite essayer de leur créer je dirais, un petit espace protégé qui leur permette de se développer et de marcher, une espèce de bac à sable. Et le bac à sable industriel, par exemple pour l'hydrogène, c'est de dire on va obliger, je sais pas moi, les pompiers ou je ne sais quel type de corps de l'État, de voitures, de dire on va changer le parc et ça va vous créer une demande. Et ensuite, susciter un industriel qui dirait moi, effectivement, je veux investir là-dessus. La difficulté souvent, c'est qu'il manque l'industriel. Et tant qu'on manque l'industriel français, est-ce qu'on a intérêt à développer une filière qui fait fonctionner les autres ? Je vais vous dire, voilà, à un moment donné, on ne parle jamais d'emplois nationaux. Alors tout le monde vous dit, faut raisonner au plan européen. Bon, moi je suis un eurocritique, pour vous donner une idée, je suis plutôt Philippe Séguin Pasqua, si vous voulez, que Jean Monnet. Bon, donc moi je suis très content que les Polonais construisent des usines, mais sauf que ça ne fait pas bouillir la marmite dans ma circonscription. Moi, si vous voulez, je défends les Français. Donc par définition, je souhaite qu'il y ait des emplois en France sous ces filières industrielles. Et entre deux filières, une qui emploie des Français et l'autre qui produit du boulot en Chine ou en Pologne, serait-ce la Pologne, et malgré tout l'amour que j'ai pour l'Union européenne, je préfère quand même la filière française. Mais ce débat-là, on a de plus en plus de mal à le dire parce que c'est devenu un gros mot. C'est pour ça que j'ai créé un mouvement qui s'appelle Oser la France. C'est que maintenant, vous avez des gens qui vous disent « Ah bah oui, c'est quasiment frontiste comme discours. » Attendez, c'est quand on défend les emplois de nos compatriotes, on devient frontiste, c'est qu'on est vraiment assez malade sur la manière dont on réfléchit. C'est pour ça que j'insiste, parce que je pense que la nation est malade. Et donc on a besoin
c'est Maréchal Lyoté qui disait « Les nations meurent des maladies de la volonté ». De la de Tassigny. Donc on a besoin, si vous voulez, d'avoir un sursaut de volonté de ce point de vue-là et d'assumer le fait que quand on fait des choix de politique industrielle, on regarde où sont localisés les emplois et qu'est-ce que c'est comme emploi. Parce que moi je me méfie toujours plus, vraiment, pour avoir entendu tous les lobbies et les argumentaires, on vous dit nous ça crée 10 000 emplois, 15 000 emplois. Je me méfie beaucoup de ce type d'argumentation. Les emplois qu'on détruit, c'est sûr. Toujours sûr, on sait ce que c'est exactement. Les emplois qu'on crée, on s'aperçoit que on mélange des carottes et des tomates. On va vous dire, par exemple, sur les éoliennes, on va vous dire, on va créer une usine qui construit les pales d'éoliennes en bordure de mer. Donc ça, effectivement, on voit bien ce que c'est. C'est plutôt un emploi à valeur ajoutée. Et on va vous dire, il y a aussi ceux qui gardent les parcs d'éoliennes. C'est pas exactement la même chose. Donc je veux dire, c'est que on doit raffiner là aussi notre analyse et se demander où est-ce qu'on a des besoins criants. Voilà. Et puis, on doit aussi réfléchir, quand on parle d'avenir, au message qu'on envoie. Parce qu'on a des jeunes dans des filières. Vous avez 25 ans aujourd'hui, vous êtes ingénieur. Est-ce que vous avez intérêt à vous spécialiser dans le nucléaire ? Quand depuis 10 ans, on dit on va fermer, on va ouvrir, on va peut-être entrouvrir. Vous êtes quelqu'un de 25 ans, vous dites finalement, je vais peut-être aller sur une autre filière. C'est vraiment une impasse. Parce que si dans 15 ans, on s'aperçoit qu'on s'est trompé d'idée, et qu'en fait, il faut redémarrer parce qu'on a un problème d'approvisionnement, on risque de se rendre compte que tout volontarisme qu'on a, on a perdu le savoir-faire. Et l'EPR de Flamanville est l'exacte quand même démonstration de ce qui arrive quand on arrête d'entretenir une filière pendant 20 ans ou 25 ans. Ce sont quand même des filières où, je dirais, le savoir-faire s'épuise. C'est de la même manière que dans le service militaire, dans l'armée, la rotation fait que tous les 5 ans, vous avez besoin de renouveler et d'entretenir votre potentiel humain parce que le vieillissement fait qu'il se dégrade rapidement. Dans la filière industrielle, c'est plus lent. Enfin, ça existe aussi. Et notamment aussi la mémoire, quand on parle de démantèlement, par exemple. Alors, il y a des filières aussi d'avenir, parce que la filière du démantèlement, pour moi, ça ne relève pas d'EDF, ça peut relever d'acteurs plus civils. Si je mets de côté, je dirais, le cœur du réacteur, ce n'est pas le métier d'un producteur d'électricité de démanteler. Donc il y a peut-être un savoir-faire à faire qui va pouvoir s'exporter. Sur la filière du déchet nucléaire, nous sommes l'un des pays pilotes. Même les Américains ont été incapables de le faire à Yucca Mountain. Donc il y a les Suédois, il y a nous, et nous sommes les seuls d'ailleurs sur l'argile. C'est peut-être intéressant. Alors, tous les autres le font plutôt dans le granit. Bon, peut-être que ça risque de poser un problème d'exportation, mais je dis, il y a peut-être un potentiel à un moment donné, une expertise technique, parce que tout ce travail de recherche, ces fameux 25 milliards d'euros qu'on met sur le projet Cigéo, il y en a une partie qu'on va peut-être rentabiliser un jour en expliquant aux Chinois, vous avez le problème qu'on a eu il y a 30 ans, nous, on va vous vendre, en tout cas, on va faire gagner du temps dans la construction de votre... voilà. Et je dirais c'est sur ça où on manque, de mon point de vue, d'impulsion politique. D'où l'idée d'avoir un ministère de l'industrie. Je leur avais dit, au lieu d'avoir un article 1 qui cumule les objectifs, moi ce que je souhaiterais, c'est une programmation qui hiérarchise ces objectifs, avec un calendrier beaucoup plus flexible, en se donnant peut-être des choses plus réalisables, je dirais, en plan quantitatif, et sans pour autant aboutir forcément à un résultat inscrit dans le marbre, en disant il faut absolument qu'en 2025 ou en 2030 on soit là, ce qui nous permettrait d'abord de s'adapter au choc économique, parce qu'on voit bien qu'il suffit qu'il y ait une augmentation des prix du pétrole pour que ça puisse drastiquement changer les choses. Ça, c'est ce que j'attendrai. Et puis évidemment sur le nucléaire, je crois que j'aimerais qu'on substitue l'idée, on réfléchit beaucoup en nombre de réacteurs. Moi, j'avais introduit l'idée de potentiel industriel nucléaire. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas le nombre de réacteurs. C'est qu'on conserve le potentiel de ce pays, cette filière, les emplois. C'est-à-dire qu'on ne descende pas en dessous d'un seuil critique qui, en réalité, déconstruirait la filière. C'est ça et ça suppose d'ailleurs de ne pas réfléchir uniquement en termes civils, c'est aussi de réfléchir par rapport à l'outil militaire, parce que les deux vont de pair, on n'en discute jamais. Et je trouve que ce serait intéressant un jour que la défense nous dise peut-être qu'il ne faut pas descendre en dessous d'un certain potentiel, parce que nous, ça peut avoir un impact ensuite sur la manière dont on fait les recherches dans le domaine militaire. Monsieur le député, je vous remercie beaucoup. On gagne à vous connaître. Il y a beaucoup de choses que vous avez dites que nous partageons totalement. Sur la transition énergétique, moi je pense modestement que quand on transitionne, ça veut dire qu'on sait où on va, et je ne suis pas certain qu'on sache où on aille, justement. Donc c'est extrêmement important qu'on remette les choses un peu au point, qu'on cadre, donc tout ça c'est parfait.
Est-ce que je peux vous donner quand même une petite... L'écologie, c'est l'écologie. Il y a une discipline scientifique, et puis il y a des politiques éventuellement pour en faire son bénéfice pour la nation, pour le peuple, pour la planète, comme vous voudrez. Méfiez-vous de l'idéologie vous-même. Vous avez parlé du dogme du changement climatique. Ça me fait peur, ça. Vous savez, la conservation de la nature, ça vient de la droite. Conservateurs, conservationnistes, Theodore Roosevelt aux États-Unis et d'autres, c'est eux qui ont fondé les parcs nationaux et autres. Et donc, de mon point de vue, il ne faut pas remettre en cause ce que les scientifiques nous disent depuis 40 ans maintenant. Mais il faut se battre sur la manière de répondre à cet avertissement scientifique. Donc, il y a une manière de gauche, une manière de droite, tout ce que vous voulez pour atteindre des objectifs. Mais remettre en cause le changement climatique en disant que c'est un dogme, je pense que là, vous feriez une erreur. Excusez-moi de vous le dire aussi simplement. Les écologistes, c'est comme les champignons, je le dis toujours, il y a des comestibles, des pas comestibles, les poisons et autres. Et donc, essayons de travailler avec ceux qui sont comestibles et qui sont intelligents, mais je crois qu'il faut éviter de complètement partir dans une mauvaise direction. Je vous dis ça, franchement. La question, c'est de savoir si c'est un réchauffement climatique, une variation climatique ou un désordre climatique. Et moi, ce que je souhaite organiser le 26, c'est non, mais parce que on passe trop souvent, si vous voulez, sur le diagnostic de départ. Et en fonction des hypothèses scientifiques, vous n'avez pas la même action. Et je suis toujours surpris, si vous voulez, que finalement, on ne débatte jamais de ce sujet-là. Et donc je veux qu'il y ait un débat, parce que de la même manière que j'ai des scientifiques, moi je reçois tout le monde, j'ai des scientifiques du GIEC, j'ai des critiques du GIEC, et en tant qu'élu, on doit avoir ce débat de manière à ce qu'on sache précisément de quoi on parle. Voilà. Après, je ne vous ai pas dit que je remettais en cause. J'ai ma conviction là-dessus. Il y a une différence entre avoir sa conviction et vouloir organiser un débat. Et je suis persuadé que dans ce pays, on ne débat pas assez et qu'on passe très souvent sur des sujets. Mais ce que je vous propose, parce qu'on aura un débat, c'est de venir le 26 novembre. Comme ça, vous pourrez répondre. Parce que moi, j'ai des gens qui sont des critiques, qui sont des rapporteurs du GIEC, qui critiquent eux-mêmes les rapports du GIEC. Donc, c'est intéressant, parce que quand vous êtes un homme politique, il y en a un qui vous dit, moi, je participe aux travaux du GIEC et je ne suis pas d'accord parce qu'il s'est passé ça et s'est passé ça. Et donc, je souhaite effectivement qu'on en débatte. Voilà.